Voyageuse, voyageur, rebonsoir. Je continue la lecture donc d'Ivresse de la Métamorphose de Stefan Zweig. Et je ne sais pas vous, mais moi, là, j'ai envie de continuer parce que je trouve ça terriblement bien écrit. J'ai rien d'autre à rajouter, donc je continue de ce pas la lecture. Je recommence là où j'en étais. C'est parti. Bien, dit l'oncle, tu en prends la responsabilité par à deux. On recommence à abattre des cartes. Elle n'y comprend toujours rien, mais croit deviner que l'oncle gagne. Ses mouvements sont plus vifs, il émet d'étranges gloussements, il semble se divertir énormément. À la fin, faisant circuler le sabot, il se tourne vers elle. « Félicitations, du beau travail. Aussi, partageons honnêtement. Voici ce qui te revient. » Il retire quelques jetons de son tas, 2 jaunes, 3 rouges et 1 blanc. Christine les prend en riant son bien réalisé. « Encore 5 minutes, déclare le joueur qui a sa montre devant lui. Allons, allons, pas question de fatigue. » Les 5 minutes sont vite écoulées, tous se lèvent, manipulent, échangent les jetons. Christine a laissé les siens sur la table et attend modestement à la porte. L'oncle l'appelle. « Eh bien, et tes plaques, va les changer. » Christine ne comprend toujours pas, alors il la conduit vers un des messieurs qui, après un rapide coup d'œil, annonce 255 et lui tend 2 billets de 100 francs, un de 50 et un lourd thaler d'argent. Christine, étonnée, contemple les devises étrangères sur le tapis vert. Elle regarde l'oncle. « Mais prends donc, c'est ta part, et maintenant, dépêchons-nous, il faut être à l'heure. » Stupéfaite, Christine tient serré entre ses doigts les billets et le thaler d'argent. Pardon. Elle ne peut encore y croire. En haut, dans sa chambre, elle ne cesse de fixer, déconcertée, les 2 rectangles de papier irisés, comme tombés du ciel dans sa main. 250 francs, elle calcule rapidement, en gros, 350 shillings. Au pays, il faut travailler 4 mois, un trimestre, pour recevoir une telle somme, et en étant assise au bureau ponctuellement de 8 à 12 et de 2 à 6, alors qu'ici, on la reçoit sans effort en 10 minutes. Est-ce possible? Est-ce juste? Incroyable. Pourtant, ces billets qui crissent entre ses doigts sont parfaitement valables et lui appartiennent. L'oncle l'a dit à elle, à ce nouveau moi, à ce moi différent, inimaginable. Jamais elle n'a possédé à la fois une telle somme. Un sentiment ambigu la traverse. Un frisson court dans son dos, frémissement moitié de crainte et moitié de joie, tandis qu'elle serre dans sa valise avec inquiétude et tendresse les billets, les cache comme s'ils étaient volés. Car sa conscience ne peut tout à fait admettre cette anomalie qu'une telle somme réunie péniblement à la maison, pièce par pièce, à force d'économie, puisse ainsi vous échoir, que l'argent, lourd du poids de sa sombre puissance, vienne ici à vous, capricieux, léger. Un frisson d'épouvante, comme devant un crime, la trouble, la perturbe au plus profond de son être. Elle voudrait trouver l'explication, mais n'en a pas le temps. Il faut s'habiller, choisir une robe, une des 3, descendre dans la salle, se sentir vivre intensément et plonger dans le tourbillon exaltant de la prodigalité. La force mystérieuse de la métamorphose agit dans un nom. Comme un anneau au doigt, il semble de prime abord pur hasard, sans conséquence, mais avant que l'on ait conscience de sa puissance magique, il se développe en vous, sous votre peau, et s'unit, sceau du destin, à l'existence spirituelle d'un être. Dans les premiers jours, entendre le nouveau nom de Van Beulen procure à Christine une excitation secrète. Ah, vous ne me connaissez pas, si vous saviez. Et elle le porte étourdiment, comme un masque de carnaval. Mais bientôt, elle oublie l'imposture involontaire, se trompe elle-même et devient celle qu'elle devrait seulement paraître. Ce qui lui était d'abord une gêne, être considérée comme une riche et noble étrangère, lui procure déjà, après une journée, un plaisir piquant et lui semble le 2e, puis le 3e jour comme allant de soi. Quand un des hommes lui demande son prénom, Christine, à la maison c'est Christelle, ne lui paraît pas assez ronflant pour le titre emprunté. Audacieuse, elle répond Christiane. Et maintenant, à toutes les tables pour l'hôtel, elle est Christiane Van Beulen. C'est ainsi qu'on la présente et qu'elle se laisse nommer. Sans effort, elle s'installe dans ce nom comme dans la chambre aux couleurs raffinées
aux meubles étincelants comme dans le luxe et la vie facile de l'hôtel. Comme dans ce monde où être riche va de soi, dans une ivresse tentatrice née de 100 éléments divers. Si quelqu'un la connaissant l'appelait soudain mademoiselle Hofflener, elle sursauterait comme une somnambule et tomberait du haut de son rêve, tant le nom nouveau fait corps avec elle, tant elle est intensément convaincue d'être une autre, cette autre-là. Mais n'est-elle pas vraiment devenue une autre en ces quelques jours? L'air vif des Alpes n'a-t-il pas augmenté la pression dans ses veines? Et la nourriture plus abondante, plus riche, n'a-t-elle pas déjà modifié, fortifié la composition de son sang? Indéniablement, Christiane Van Boulen a changé d'apparence. Plus jeune, plus fraîche que sa Cendrillon de sœur, l'auxiliaire des postes Hofflener, elle lui ressemble à peine. Le soleil de la montagne a donné à sa peau pâle, un peu cendrée, d'une personne toujours enfermée, la couleur bronzée d'une indienne. Les muscles du cou sont plus fermes. Une nouvelle démarche est née, avec les nouveaux vêtements plus souples aux articulations, plus détendus et sensuels aux hanches, affirmant à chaque pas sa personnalité. Les sorties répétées dans la nature ont revivifié son corps d'une façon étonnante. La danse l'a assoupli. Et cette vigueur redécouverte, ce capital de jeunesse insoupçonné, demande à se manifester sans cesse, car son cœur bat plus chaud dans sa poitrine, et elle sent toujours en elle une effervescence stimulante, une aspiration, une tension, des courants électriques jusque dans l'extrémité des doigts, une joie étrange, nouvelle, puissante. Rester assise tranquillement, entreprendre quelque chose calmement, lui devient soudain difficile. Il lui faut sortir en voiture, s'agiter. Elle traverse les pièces en coup de vent, toujours occupée, toujours poussée par la curiosité, tantôt ci, tantôt là, entrant, sortant, montant, descendant les escaliers, jamais d'un pas mesuré, prenant les marches 3 par 3, comme si elle risquait de manquer quelque chose, toujours en proie à une tempête intérieure. Il faut toujours que ses mains, ses doigts saisissent quelqu'un ou quelque chose, tellement elle déborde d'activités ludiques et d'un besoin de tendresse et de gratitude. Parfois, subitement, elle doit écarter les bras et respirer profondément pour ne pas éclater de rire ou crier. Si forte est la tension qui émane de sa jeunesse véhémente qu'elle se propage par vagues. Qui s'approche d'elle est pris dans un tourbillon d'agitation et d'exubérance. Où elle se trouve, on rit, on s'agite et il faut se mettre au diapason. Chaque conversation s'enflamme, s'excite dès qu'elle intervient, toujours bouillante, toujours prête à plaisanter. Et non seulement l'oncle et la tante, mais des inconnus observent d'un regard bienveillant son enthousiasme débordant. Son entrée dans le hall claque comme une pierre au travers d'une fenêtre. Derrière elle, le tambour d'entrée vigoureusement poussé tourbillonne. Elle frappe joyeusement avec son gant sur l'épaule du petit groom de garde. Un mouvement brusque arrache le bonnet de sa tête. Un autre, le sweater de son corps. Tout la serre, tout entrave ses mouvements impétueux. Puis elle se place, insouciante, devant le miroir pour s'arranger, défroisser un peu sa robe, rejeter en arrière sa chevelure ébouriffée. Un point, c'est tout. Et dans une tenue encore assez négligée, les joues brûlantes d'avoir été fouettées par le vent, elle va droite à une table, et elle connaît déjà tout le monde, pour raconter quelque chose. Elle a toujours quelque chose à raconter. Elle vient toujours d'avoir une aventure quelconque, et c'est quelque chose de splendide, merveilleux, indescriptible. Elle communique à tous son enthousiasme, et même la personne la plus étrangère comprend qu'elle a affaire à un être comblé, qui ne peut supporter le poids de sa reconnaissance qu'en la partageant avec d'autres. Elle ne peut voir un chien sans le caresser. Et elle prend chaque enfant sur ses genoux pour l'embrasser. Pour chaque femme de chambre, pour chaque serveur, elle trouve rapidement un mot aimable. Quelqu'un est-il assis morose ou indifférent qu'elle lui redonne aussitôt de l'entrain par quelques plaisanteries innocentes. Elle admire chaque vêtement, chaque bague, chaque appareil photo, chaque étui à cigarette. Elle prend chaque chose en main et l'illumine de son plaisir. Elle rit de chaque bon mot, trouve succulent chaque plat, chaque conversation amusante et chaque être bon. Tout est magnifique dans ce monde d'en haut, ce monde unique.
L'élan de sa bienveillance passionnée est irrésistible et qui l'approche est gagné à son insu par son impétuosité et même l'acariâtre conseillère Aulique dans sa chaise longue prend une figure souriante quand elle l'observe derrière son face-à-main. Le salut du portier est particulièrement aimable. Les serveurs gardés lui avancent, prévenant son siège, et ce sont justement les personnes plus âgées, plus austères, qui prennent du plaisir à sa gaieté et à sa réceptivité. Même si quelques traits de naïveté et d'exubérance suscitent parfois des hochements de tête, Christine rencontre de tous côtés des regards chaleureux, approbateurs, et au bout de 3-4 jours, le sentiment unanime dans l'hôtel de Lord Elkins, au dernier groom et garçon d'ascenseur, et que cette mademoiselle Van Boulen est une personne vraiment délicieuse, a charming girl. Elle sent ses regards bienveillants, elle jouit de sa popularité, consécration suprême de son existence ici et de son droit d'y être, et grâce à cette sympathie générale, se trouve encore plus heureuse dans son bonheur. De tout l'hôtel, la personne qui le plus visiblement lui témoigne un intérêt particulier, une inclination affectueuse, est celle dont on aurait le moins osé l'attendre, le général Elkins. La crainte d'être trop âgé provoque chez cet homme, qui a depuis longtemps franchi la ligne redoutable de la cinquantaine, un manque d'assurance touchant. Cependant, il recherche sans cesse des occasions discrètes de s'approcher d'elle. La tante elle-même remarque qu'il s'habille de vêtements plus clairs, plus jeunes, qu'il choisit des cravates aux couleurs plus vives, et elle pense également constater, peut-être se trompe-t-elle, que les cheveux blancs de ses tempes, probablement d'une manière artificielle, sont devenus plus foncés. Il est frappant de le voir venir sous toutes sortes de prétextes à la table de la tante. Il envoie journalièrement aux 2 dames, pour que ce ne soit pas trop compromettant, des fleurs à leur chambre. Il apporte des livres à Christine, des livres allemands en particulier sur l'ascension du Matterhorn, depuis qu'elle lui a demandé au hasard d'une conversation qui le premier avait escaladé ce sommet, d'autres sur l'expédition de Sven Hedin au Tibet. Un après-midi où une pluie subite interdit toute excursion, il s'assoit avec Christine dans un angle du hall et lui présente des photographies. Sa maison, son jardin, ses chiens. C'est un château curieusement construit en hauteur, datant peut-être de l'époque normande. Du lierre grimpe autour des tours rondes guerrières. Les vues de l'intérieur montrent de vastes salles aux cheminées antiques, des photos de famille encadrées, des modèles de bateaux, de massifs atlantes. Ce doit être lugubre d'y habiter seul en hiver, pense-t-elle. Et comme s'il avait deviné sa réflexion, il dit, montrant sur les photos une meute de chiens de chasse, « Si je ne les avais pas, je serais là-bas tout seul. » La première allusion à la mort de sa femme et à celle de son fils. Un léger frisson la parcourt en voyant ses yeux l'examiner furtivement, timidement. Pourquoi me montre-t-il tout cela ? Pourquoi me demande-t-il d'une voix étrangement inquiète si je me sentirais bien dans une telle maison anglaise ? Voudrait-il me faire comprendre, cet homme riche, distingué ? Non, elle ne peut s'imaginer que ce lord, ce général, qui lui paraît inaccessible, dominant de si haut son monde, souffrant du manque de confiance d'un homme âgé qui ne sait plus s'il compte encore, obsédé par la crainte de se rendre ridicule par une déclaration, guette le moindre signe de sa part, attend une parole d'encouragement. Mais comment peut-elle se représenter cette irrésolution, elle qui n'a pas le courage de croire en soi ? Elle ressent ces allusions comme le signe d'une sympathie particulière, à la fois inquiète et heureuse, sans oser le croire, tandis qu'il se tourmente à interpréter ses dérobades embarrassées. Elle se retrouve toujours désemparée après chaque rencontre. Parfois, elle croit discerner dans son regard timide une véritable déclaration, puis la reprise brusque d'une politesse conventionnelle la déconcerte. Il faudrait pouvoir réfléchir. Qu'attend-il de moi ? Est-ce possible ? Pouvoir examiner à fond la situation, l'examiner avec lucidité. Mais comment et quand réfléchir ici ? Comment examiner ? On ne lui en laisse pas le temps. À peine se montre-t-elle dans le hall qu'un des membres de la joyeuse bande est déjà là et l'entraîne quelque part.
sortir en voiture, faire des photos, jouer, bavarder, danser, et tout de suite commence une agitation désordonnée. Toute la journée, ce feu d'artifice, d'activités oisives, crépite et siffle. Il se trouve toujours une occasion de faire du sport, de fumer, de grignoter, de rire. Sans résister, elle participe à ce tourbillon. Quand l'un de ces jeunes gens réclame Mademoiselle Van Boulen, comment dire non et pourquoi? Ils sont si charmants, ces beaux jeunes garçons et filles. Elle n'a jamais connu une telle jeunesse, toujours insouciante, toujours de bonne humeur, toujours bien habillée, toujours une plaisanterie aux lèvres, toujours de l'argent dans les mains et de nouveaux amusements en tête. À peine est-on assis parmi eux que le gramophone vous invite bruyamment à la danse. Ou bien la voiture est prête. On s'y empile, on s'y entasse les uns contre les autres, à 5 ou 6, serrés plus étroitement que si l'on s'embrassait. Et l'on fonce à 60, 80, 100 km/h avec le vent qui vous tire les cheveux. Ou bien on se détend au bar, les jambes croisées, on absorbe des drinks glacés, la cigarette à la bouche. On s'étire paresseusement, pas besoin de s'en faire. Et on s'écoute toutes sortes d'histoires charmantes, osées. Tout cela s'apprend si vite et vous libère merveilleusement. Et c'est avec de nouveaux poumons qu'elle respire cette atmosphère vivifiante. Parfois, néanmoins, dans cette exaltation ardente, passe comme un éclair, surtout le soir au cours de la danse, ou lorsque dans l'ombre, un de ces jeunes gens séduisants la tient tout contre lui. Par ceci, elle est courtisée aussi, mais d'une autre façon, plus ouverte, plus hardie, plus sensuelle, une approche amoureuse qui effraie parfois la novice. Par exemple, quand en voiture, dans la pénombre, une main ferme caresse son genou, ou qu'à la promenade, l'étreinte autour de la taille se fait plus tendre. Mais les autres filles, l'américaine et l'allemande de Mannheim, le tolèrent sans se fâcher et répondent tout au plus par une tape en camarade sur les doigts trop audacieux. Pourquoi jouer les pains-bêches? On a bien l'occasion de remarquer que l'ingénieur est de plus en plus entreprenant ou que le petit américain voudrait vous attirer doucement du côté de la forêt lors d'une promenade. Elle ne cède pas, mais elle ressent, non sans une certaine fierté, le plaisir d'être désirée, la certitude nouvelle que son corps chaud, intact sous ses vêtements, est un objet que des hommes voudraient respirer, sentir, palper, posséder. Profondément dans sa chair, elle l'éprouve comme une douce ivresse, fruit d'essences rares et troublantes, et sans cesse courtisée par tant d'étrangers, élégants, charmants. Elle doit à un moment se secouer comme pour sortir d'un rêve et se demande inquiète: qui suis-je? Qui suis-je donc vraiment? Qui suis-je donc? Et que me trouvent-ils donc tous? Se demande jour après jour la jeune fille avec un étonnement croissant. Chaque jour, les signes d'attention à son égard se multiplient. À peine est-elle réveillée que la femme de chambre lui apporte des fleurs de la part de Lord Elkins. Hier, la tante lui a offert un sac de cuir et une ravissante montre-bracelet en or. Les propriétaires terriens de Silésie, les Trankwitz, l'ont invité dans leur domaine. Le petit Américain a glissé discrètement dans son sac le mignon briquet en or qu'elle avait tant admiré. Quant à la jeune fille de Mannheim, elle lui témoigne plus d'affection que sa propre sœur. La nuit, elle lui montre des chocolats dans sa chambre et elle bavarde jusqu'à minuit. L'ingénieur danse presque exclusivement qu'avec elle, et chaque jour, l'agitation croît autour d'elle. Et tous sont charmants, respectueux, chaleureux. Elle n'a qu'à se montrer dans le hall de l'hôtel et aussitôt, quelqu'un se présente pour l'emmener en voiture, au bar, l'inviter à danser ou à quelques distractions, à quelques jeux. On ne la laisse pas seule un court instant, pas une heure ne lui paraît ennuyeuse ou vide. Et toujours la même interrogation. Qui suis-je donc? Pendant des années, les gens m'ont croisée dans la rue et personne n'a fait attention à mon visage. Depuis des années que je suis au village, personne ne m'a offert de cadeaux ou on ne s'est intéressé à moi. Est-ce parce que les habitants y sont si pauvres? La pauvreté les rend-elle si las, si méfiants? Ou bien quelque chose se révèle-t-il en moi qui était déjà caché
et qui ne pouvait encore apparaître. Étais-je vraiment plus belle que je n'osais l'être, et plus intelligente, plus séduisante? Et ne me manquait-il que le courage de le croire? Qui suis-je? Qui suis-je en vérité? Une question qu'elle pose sans cesse dans les courts instants où les autres la laissent seule, et alors un phénomène étrange se produit qui la déconcerte. De l'assurance naît de nouveau de l'incertitude. Dans les premiers jours, elle n'était qu'étonnée et surprise que ces étrangers distingués, élégants, charmants, la considèrent comme une des leurs. Mais maintenant qu'elle se rend compte qu'elle plaît particulièrement, qu'elle attire la sympathie, la curiosité, le désir de tous les hommes, plus que l'américaine aux cheveux d'un blond roux et si fabuleusement habillée, plus que la petite Allemande de Mannheim si spirituelle, si joyeuse, si pétulante, si intelligente, l'inquiétude la reprend. Mais qu'attendent-ils de moi? Et il est une chose étrange les concernant. Au village, elle ne s'est jamais souciée des hommes, n'a jamais été émue auprès d'eux. Jamais le moindre sentiment vague ou sensuel auprès de ces provinciaux lourdeaux aux mains maladroites, pataudes, que seule la bière émoustille un peu, avec leurs plaisanteries épaisses et vides grossières et leurs gestes inconvenants. Elle n'a ressenti que du dégoût, comme devant des animaux, lorsque parfois l'un d'eux, sortant ivre du cabaret, faisait claquer sa langue à vue ou à sa porte, la courtisait avec des compliments péniblement tournés. Mais les jeunes gens d'ici, toujours impeccablement rasés, aux mains soignées, peuvent dire avec distinction les choses les plus osées, d'une manière négligente, amusante, savent donner au moindre contact de leurs doigts de la tendresse. Ces jeunes gens la rendent parfois intriguée et troublée. Quand elle entend soudain son propre rire prendre une résonance étrange, elle s'écarte alors brusquement, apeurée. Un curieux sentiment de malaise naît en elle, de ces rapports en apparence simplement de camaraderie, mais en vérité dangereux, et en particulier devant quelqu'un qui, comme l'ingénieur, la courtise de façon visible, pressante. Elle éprouve parfois une légère et voluptueuse impression de vertige. Elle est heureusement rarement seule avec lui. La plupart du temps, 2 ou 3 autres femmes sont présentes auprès desquelles elle se sent plus assurée. Parfois, dans sa gêne, elle jette un regard de biais pour voir si les autres savent mieux se défendre. Elle apprend sans le vouloir toutes sortes de raffinements. Feindre l'irritation ou ignorer impudemment des audaces trop précises. Et avant toute chose, l'art de se dégager à temps lorsque cela devient trop sérieux. C'est le moment pour moi de vous laisser avant de reprendre la suite de l'ivresse de la métamorphose de Stefan Zweig. Je vous dis à tout de suite et bougez surtout pas. Réagissez sur les réseaux sociaux aussi. À tout de suite.